Au bout du jour, sur la première, Eddy Kakelbergs. On accepte de payer des charges et tout, on l'a fait à Forêt. On a payé presque 5 000 € pendant 5 mois. Donc pourquoi laisser le bâtiment ferme? On paye l'électricité, on paye de l'eau, on paye les charges et tout. Malgré on est des sans-papiers avec nos soutiens et tout. Donc pourquoi laisser les gens dehors et laisser les bâtiments fermes, les êtres humains dehors? Moi je pense que c'est pas raisonnable. C'est très difficile d'évaluer le nombre de personnes sans papier sur Liège. On évalue en Belgique entre 100 et 150 000. Ce qu'on sait malheureusement, c'est que sur une année, il y a 1000 personnes qui passent par le centre fermé de Votem, il y a 7000 personnes qui passent par l'ensemble des centres fermés en Belgique. Et ces personnes, nous les connaissons. Il y a des personnes qui hier étaient à côté de vous, en train de conduire leurs enfants à l'école, qui étaient en train de même parfois de travailler quelque part et qui se retrouvent du jour au lendemain arrêtés, menacés d'expulsion. C'est pas évident parce que voilà, on n'a plus de revenus, on n'a pas de contrat, on n'est pas déclaré, donc on ne va bénéficier d'allocations de chômage, de CPF. Il n'y a aucune solution. Alors, plus le confinement sera prolongé, plus notre malheur sera grand. Donc. Mais est-ce que nous, on a le droit d'aller chercher un colis alimentaire? Parfois, c'est pas possible, parce qu'on ne sait pas être dans des rues comme ça, tranquille, même s'il y a un policier qui nous aborde, on va lui dire, voilà, on va chercher un colis alimentaire. Moi, déjà, j'ai peur de parler à un policier. On est nombreux sur le territoire belge et on travaille chaque jour. Maintenant, il n'y a plus rien. Alors, il faut penser à ces gens-là, régulariser tout le monde sans exception. La première. Bonsoir Serge Bagamboula. Bonsoir monsieur Eddy. Au même titre que les personnes handicapées, les emprisonnés, ceux et celles qui se sont retrouvés coincés dans les centres fermés ou les centres pour demandeurs d'asile, vous nous dites tous ceux et celles qui se retrouvent qualifiés de sans-papiers ont été les oubliés de la crise du Covid? Affirmatif, vraiment, on est les oubliés de la crise de la pandémie. Mais depuis très longtemps, toujours dans l'indifférence des pouvoirs publics, on ne nous écoute pas, on ne dialogue même pas avec eux. Donc vraiment, on est oubliés, confinés depuis longtemps. Là, on est maintenant carrément congelés. On ne sait pas dans le déconfinement ce qu'on deviendra. Est-ce que totalement fracturé, dépecé? Bon, on attend pour voir. On estime la situation à plus ou moins 100 000 sans-papiers en Belgique. Oui, au bas mot, oui, c'est ce chiffre-là qu'on donne en fonction des cartes médicales qu'on délivre dans les CPS. Ce chiffre-là date de 2014. Bon, est-ce que ça a évolué, est-ce que ça a diminué, on ne sait pas. Entre 85 000 et 160 000 selon les estimations. Vous parlez de vous toutes et tous en termes d'angle mort. C'est une volonté, vous pensez, ou c'est dans la précipitation, une incapacité à prendre les bonnes mesures? Non, mais c'est une réalité que nous vivons tous les jours. On n'est pas identifié, d'autant plus que, voilà, quand le système ne nous reconnaît pas, alors qu'on est là, on n'est pas vu, invisible, mais présent. C'est ce qui se passe. Et carrément, on est dans l'angle mort. Si on devait essayer, comme le fait d'ailleurs le bureau d'études des sans-papiers dans sa première analyse du 30 avril dernier, si on devait essayer de décrire qui sont les sans-papiers, qu'est-ce que vous nous diriez d'eux? Mais les sans-papiers, ce sont des personnes qui sont installées en Belgique depuis des lustres, qui ont choisi la Belgique comme leur deuxième patrie. Ils sont venus soit pour chercher la sécurité, soit pour chercher une vie meilleure. Mais cela ne devait en principe pas offusquer les gens. Donc, pour certains, ça fait déjà 15 ans, mais ils sont sans titre de séjour. Donc, le système ne les reconnaît pas. On les installe dans un état d'exploitation. Et voilà, et victimes de toutes les violences, surtout les femmes. Ils ne peuvent pas se défendre, ils ne peuvent pas demander justice quand ils sont victimes de ces violences. Quant aux travailleurs, c'est le vivier même des patrons véreux qui les utilisent à 5 € à l'heure. Nous travaillons dans des heures difficiles, des contextes difficiles. Vous nous dites aussi tout ce que les sans-papiers ne sont pas. Vous dites, nous ne sommes pas des migrants transfrontières qui passent par Bruxelles pour rejoindre l'Angleterre, mais qui ne demandent pas le droit de séjourner en Belgique. Nous ne sommes pas des réfugiés de pays en guerre qui se retrouvent au parc Maximilien. Nous ne sommes pas des immigrés qui bénéficient du regroupement familial ou qui sommes naturalisés. Nous ne sommes pas des délinquants ou des profiteurs de la sécurité sociale. Vous êtes des ombres? Non, mais nous sommes ce que les gens parfois
reconnaissent, mais parfois ils veulent aussi ignorer. Il y a des compétences qui sommeillent dans les sans-papiers. C'est des gens qui ont été parfois formés ici, soit même à l'ULB, ils ont des diplômes, certains ont des masters, certains ont été formés dans les métiers en pénurie, caroleurs, ferrailleurs, etc. Mais c'est des gens qui veulent se rendre utiles pour le pays qui les a accueillis, pour leur pays qui les ont laissés, parce que notez bien que le migrant, quand il se déplace, il ne vit pas seulement pour lui-même. Il vit pour le pays qui l'a accueilli, il vit aussi pour ceux qui l'a laissé là-bas, parce que quand on parle de coopération développement, la meilleure coopération développement, c'est les migrants nous-mêmes qui la faisons. Donc l'idée, c'est de reconnaître cette dimension-là et de dire que non, on est là, on s'implique à la société, et le parcours qui nous a menés ici, pour certains, vraiment, si vous écoutez les migrants, vous comprendrez que pour certains, c'était la sécurité qu'ils sont venus chercher. Ils ont été déboutés après avoir demandé l'asile, on devient sans papier. Ils ont fini les études, ils ne savent pas repartir chez eux parce qu'il n'y a pas d'horizon. Ils deviennent sans papier. Donc c'est tout ça le cortège des sans papiers. Ça veut dire aussi, pour une grosse partie d'entre vous, des problèmes de logement, de scolarité pour les enfants. Et pour ce qui est du travail, vous l'avez dit, vous êtes la proie des patrons négriers. Oui, effectivement. Non, le problème du logement, effectivement, là, on vit dans des squats, on vit dans des conditions précaires, inimaginables, surtout en ce temps de confinement, même si on a essayé de respecter les mesures édictées par les pouvoirs publics, mais ce qui est constant, qu'on n'a même pas été visité par les autorités. C'est vraiment à la mieux qu'on essaie de s'en sortir. On s'organise, on est quand même aussi organisé. Et on a demandé à nos collègues de respecter le confinement, de la distanciation sociale. Toutes les mesures édictées ont été observées. Nos enfants vivent cette situation vraiment. Vous ne pouvez pas imaginer la torpeur qu'ils ont. On ne sait pas comment ils vont sortir de ces déconfinements. Déjà, pour les grandes personnes, c'est difficile. Tenez-vous bien. Si les Belges ont vécu cette situation, le mal-être qu'ils ont vécu, mais il est quintuple chez les sans-papiers, qui n'ont pas pu travailler, ils ne pouvaient pas aller nettoyer là où ils avaient l'habitude d'aller nettoyer, garder les enfants là où ils avaient l'habitude de garder les enfants et de gagner quelque chose. Donc, heureusement qu'il y a eu la solidarité et le soutien des Belges pour les assister, en vivre. Mais la vie, ce n'est pas seulement attendre et puis voilà, qu'on vient de te donner. Donc, l'idée aujourd'hui, vraiment, c'est de pousser les politiques. Nous crions un cri fort, nous lançons un cri fort au Conseil national de sécurité de poser la question des sans-papiers à la table des décideurs. Parce que si maintenant ils ne parlent pas des sans-papiers, quand est-ce qu'ils vont parler des sans-papiers? C'est maintenant qu'il faut donner des droits aux femmes. N'est-il pas temps vraiment de donner les droits aux enfants qui vivent ici, qui sont scolarisés ici? N'est-il pas le temps de fermer les centres fermés pour que le budget qui est affecté dans les centres fermés, qu'on puisse l'affecter même dans les maisons de repos, dans les santé, pour que nos aînés soient au moins... Voilà. Vous voulez nous interpeller aussi parce que vous nous parlez des conditions, par exemple, de logement. Parlez-nous-en. Vous dites ce sont des squats, mais ça signifie quoi? Ce sont des squats que vous occupez totalement illégalement ou parfois avec l'accord de propriétaires? Ça veut dire combien de personnes dans un squat? Généralement, là où vivent les sans-papiers, les maisons sont délabrées. C'est des maisons abandonnées qui sont pas habitées. Parfois, on négocie avec le propriétaire pour les occuper, pour essayer de les rendre vivables, parce qu'au lieu de rester dans la rue, parfois c'est comme ça que ça se passe. Mais sinon, c'est des maisons abandonnées. Ce n'est pas que voilà le chauffage, vous passez, les fils électriques sont exposés et tout ça là, mais on essaie de vivre comme ça. Ce sont des maisons abandonnées qu'on essaie d'occuper pour les rendre vivables au risque pour ne pas dormir dans la rue. Vous dites qu'il y a parfois jusqu'à 50 ou 100 personnes, 100 matelas dans un même espace? Affirmatif, oui, superposer les uns sur les autres, essayer de visiter les occupations, par exemple à la VSP de Saint-Josse, vous verrez, bon, le bâtiment a été mis à la disposition par le bourgmestre, mais les conditions de vie, il n'y a pas d'intimité pour les femmes, il n'y a pas de... Donc c'est comme ça, c'est des situations difficiles. Mais l'idée, c'est de donner des droits aux gens, de façon qu'ils louent les bâtiments quand ils auront à travailler, comme font tous les citoyens. Ça veut dire que, si on comprend bien, dans un même espace, 50 à 100 personnes vivent entassées. Pour ce qui est de la distanciation sociale, comment avez-vous pu faire s'il y avait des malades?
Mais je disais que c'était à qui mieux. La journée, on est dehors, dans la rue, on essaie d'observer. Mais bon, le soir, c'est voilà, chacun sur son matelas. C'est comme ça que ça s'est passé. Il faut passer sur le terrain, vous vérifierez, vous allez toucher la réalité par vous-même. En dépit des observations, mais les difficultés sont là. C'est une réalité, voilà. On ne peut pas dire que non, c'était pas ça. C'est ça le vécu des sans-papiers. Vous le rappelez également, Serge Bagamboula, et je rappelle que vous êtes l'un des porte-parole de la coordination de tout ce qui est effectivement sans-papiers. Vous rappelez que le droit international accorde aux sans-papiers l'aide médicale urgente par le truchement des CPS, mais vous dites 80% des sans-papiers n'ont pas accès aux soins de santé. Oui, mais l'aide médicale urgente, rien que d'abord pour l'avoir, c'est un parcours vraiment... C'est comme si tu faisais le chemin de la croix. Tu es malade, tu t'adresses au CPS, c'est un mois après que tu dois avoir la décision qu'on puisse te soigner et que moi-même qui vous parle, rien que par cette aide médicale-là. Et pourtant, ça m'a beaucoup aidé, mais ça a failli aussi... J'ai failli perdre la vie à cause de la lenteur d'une assistance sociale qui traînait à traiter mon dossier. Pendant que j'étais très malade, il a fallu que je sois hospitalisé, qu'elle se rende compte que non, ma situation était urgente. Donc, loin d'être... vraiment urgente, c'est la lenteur dans l'administration, dans l'attribution de cette aide-là que nous dénonçons de façon disparate dans chaque commune. Nous voulons qu'elle soit harmonisée. Et puis, on ne veut pas s'installer durablement dans cette aide médicale. Nous voulons avoir aussi la mutuelle, participer. Vous voulez une régularisation, en clair. Oui. Vous posez une question très forte aussi dans ce communiqué. Vous dites, où sont les communes qui se disaient hospitalières avant les élections communales ? Il n'y en a plus ? Oui, les communes existent, ils ont voté des motions, mais dans la pratique, quand on va sur le terrain, on ne voit rien d'hospitalité. L'hospitalité commence par quoi ? Par donner un toit à celui qui vient. Donc, on voit bien des bâtiments qui sont vides dans les communes, mais quand vous essayez de demander un bâtiment pour loger les personnes sans papier, on ne vous le donne pas. C'est ça l'hospitalité. Même quand vous voyez le symbole du HCR, les deux mains qui se croisent là, ça montre bien un toit. Donc, on doit commencer par donner le toit. Aujourd'hui, les communes, beaucoup de communes votent les motions de régularisation. Nous les encourageons, nous les félicitons, mais ils doivent pousser, parce que les mêmes personnes qui votent ces motions-là appartiennent dans les partis politiques, ils doivent pousser cette motion de régularisation-là au niveau de leur parti politique. Parce que nous pensons que c'est maintenant que ça se joue. À propos de partis politiques, vous dites en quelque sorte avoir été lâchés. Vous dites on les a rencontrés avant les élections, mais depuis lors, c'est le vide. Oui, mais pendant les élections, c'était des échanges un peu fluctués. On connaissait les tendances et puis ça là, on pensait que les choses vont évoluer. Il y a eu beaucoup d'avancées, mais après, on a fait marche arrière. Nous, on s'est dit, quand Actiris, par exemple, qui est une institution du pays, dit que non, on doit former les sans-papiers dans les métiers en pénurie, si on les forme, c'est pour faire quoi ? C'est pour qu'ils participent à l'économie, comme ils le font. Et cette demande-là, ce n'était pas que non, les sans-papiers travaillaient à Actiris et puis on a posé le problème. C'est une institution d'État qui travaille avec les patrons qui exposent ce besoin. Ça, les patrons font que non, ils ne veulent pas écouter. Une autre enquête que nous avons formulée sur le terrain, cette réalité-là des femmes sans papier, ce que les Nations Unies ont fait, on a participé à l'enquête formulée par les Nations Unies, ici même en Belgique et à travers l'Europe. Il dit quoi ? Donner les droits sans papier, vous verrez que non, leur situation va s'améliorer et puis le pays aussi va gagner. Les universitaires qui enseignent dans l'université nous ont dit ça à travers nos forums que nous avons organisés. Il n'y a pas eu des sons discordantes. Mais d'où vient-il que non, on ne peut pas vraiment s'accorder, trouver un consensus pour donner des droits à des personnes qui vivent ici depuis des années. C'est ça la question que nous posons. En quoi vraiment être rigide et réfractaire à la régularisation, ça améliore la condition des Belges? Le contraire, on nous laissant comme ça là, on tire les conditions des autres Belges vers le bas. On nous laissant sans droit. Aujourd'hui, en cette période de pandémie de Covid-19, on nous laissant comme ça là, alors que nous pensons que non, cette question-là, qui est une urgence sociale, on doit trouver des solutions pour les sans-papiers pour qu'on ait vraiment ces droits-là qui nous donneront aussi la dignité et les soins de façon responsable pour tout le monde. Vous avez créé votre propre observatoire de la pandémie de Covid-19 parmi les sans-papiers. D'abord, comment vous y êtes-vous pris pour faire cet observatoire ? Est-ce que vous avez, une carte de tous les endroits où il y a des sans-papiers ?
où on a des contacts. Les sans-papiers sont un peu partout. On essaie d'échanger à tout moment en fonction des informations que nous recevons dans des points focaux que nous avons à Liège, à Mons, à Verviers, un peu partout. On échange. Donc, en fonction de ce que nous entendons, nous analysons et nous produisons nos analyses aussi. Donc, quand on ne parle pas de nous, mais nous, on essaie de parler de nous-mêmes. Parce que personne, vous dites, personne ne s'est intéressé à cette question-là. Nous, on interpelle un peu les experts qui chuchotent aux oreilles des politiques. Comment ne pas mettre la question des sans-papiers à l'agenda des pouvoirs publics? Parce que c'est maintenant que c'est... Mais écoutez, c'est là où il y a, même partout, que ce soit en Angleterre ou bien aux États-Unis, on nous dit que non, là où il y a la pauvreté, souvent la pandémie, le Covid sévit là-bas. Aujourd'hui, nous tous nous avons été frappés par cette pandémie-là. Le deuil qui frappe aujourd'hui la Belgique avec les 9521 décès là. Mais il y a, y compris les sans-papiers, y compris les migrants qui sont ici. Ce n'est pas seulement que les Belges, parce qu'on dit que non, il y a 9500 Belges. Non, disons qu'il y a 9000 personnes, y compris, donc c'est tout le monde. Donc, continuez à nous marginaliser, comme ça nous pensons que non, ce n'est pas bon. Dans les rapports quotidiens que nous lisons tous et toutes de Sciences No, qui est le seul organe officiel qui récolte effectivement et produit les données de manière officielle, vous dites « Nous déplorons qu'il n'y ait aucune statistique sociale des populations vulnérables », c'est-à-dire ? Oui, effectivement, on ne sait pas, quand on nous parle du nombre de femmes ou bien le nombre de personnes décédées, on ne dit pas parmi ces personnes-là, lesquelles n'ont pas de mutuelle, lesquelles n'ont pas de titre de séjour, lesquelles... On aurait souhaité avoir ces estimations-là pour bien cerner la situation. C'est ça les statistiques qu'on aurait souhaité aussi voir. On dit seulement le nombre, mais quelles sont ces personnes-là qui subissent vraiment cette pandémie-là? Est-ce que vous avez, vous, une estimation du nombre de personnes sans papier, résidant sur le territoire, qui ont été frappées par le Covid et qui éventuellement en sont décédées? Non, nous n'avons pas le nombre réel, mais ce qui est vrai qu'ils existent. Ils existent, ils ont été hospitalisés, ils sont sortis. Moi-même qui vous parle, j'ai été hospitalisé à Ixelles par ce Covid-là. Donc, ce n'est pas que non, voilà, ils passent sous le radar de cette situation. Ils ont été victimes aussi. Mais on aurait souhaité que non, la commission qui présente ces statistiques soit claire et puis puisse édifier la population, parce que c'est en fonction de ça aussi qu'on peut trouver les solutions. Est-ce que des organismes comme le nouveau SAMU social ou d'autres sont néanmoins présents en première ligne pour aider celles et ceux qui sont les plus démunis, qui n'ont pas de toit? Oui, mais il y a une aide. C'est vrai, on ne peut pas nier que non, le SAMU social ne fait pas un travail ou bien des soutiens n'essaient pas de trouver des solutions. Mais écoutez, ça, c'est des solutions aussi précaires. Quand on vous demande de passer la nuit et puis la journée, d'errer dans la journée, d'errer au parc, tout ça, là, c'est pas ça la vie d'un homme. La personne peut rester chez lui, dormir, travailler, etc. Mais dans l'histoire des SAMU, ce n'est pas une vie. Nous pensons que ce n'est pas ça la solution. La solution est qu'il faut donner des droits. Il faut donner des droits aux personnes qui vivent ici depuis des années. Et c'est maintenant que ça se joue. Nous voulons qu'à l'agenda du prochain Conseil national de sécurité, qu'on mette cette question-là sur la table. Parce que c'est tourner de cette question, donc c'est continuer à légitimer l'exploitation des travailleurs sans papier, c'est continuer à légitimer les violences faites aux femmes, c'est continuer à ignorer les enfants qui souffrent ce martyre dans le silence. C'est inadmissible dans un État qui se dit des droits. Nous sommes quand même en Belgique. La Belgique, dans le passé, a montré vraiment le chemin de... Mais ce recul-là, on ne le comprend pas. Merci pour cette interpellation, ce cri Serge Bagamboula qui aura au moins eu le mérite d'exister sur les ondes et dont on imagine que d'aucuns et d'aucunes qui nous écoutent l'auront entendu. On ne pourra donc plus dorénavant nier que cette situation est celle que vous nous décrivez. Nous essaierons bien sûr de notre côté de suivre ce dossier pour voir s'il y a des débouchés possibles et prévus. Merci d'avoir été avec nous au bout du jour. Je vous remercie, M. Di. Merci.